J'avais choisi au départ, donc, comme mon titre l'indique, de parler du travail de l'artiste franco-canadienne Kapwani Kiwanga, qui est donc une artiste née en 1978 dans l'Ontario, au Canada. Et je voulais parler plus particulièrement donc, de sa série d'œuvres protocolaires, Flowers for Africa. Finalement, comme vous le verrez, j'ai un peu élargi mon champ de recherche en m'intéressant à d'autres projets menés par cette artiste. Donc, il me semble, la question dont je suis partie, c'était pourquoi cette artiste, tout d'un coup, remportait plein de prix. Elle a obtenu le Frieze Artist Award en 2018, le prix Saudet pour les arts en 2018 aussi, le prix Marcel Duchamp en France en 2020. Et je me suis dit que c'était sans doute parce que sa pratique cristallisait comme ça, ou cristallisait des questionnements, ou prenait acte d'un changement de paradigme relativement récent et fondamental dans l'art. Sa pratique, donc, qui mêle installation, vidéo, performance, mais surtout ses méthodologies inspirées de l'anthropologie, se font en effet l'écho d'une nouvelle appréhension du réel dans le champ de l'art, qui consiste non plus à l'imiter ou à s'en abstraire, mais au contraire à s'y confronter, à se confronter au réel, au sens presque physique du terme, avec des approches et des outils empruntés aux sciences dures comme aux sciences humaines. C'est de ce constat d'ailleurs, d'un changement de paradigme, que partent les trois autrices de l'ouvrage « Le chercheur et ses doubles », donc au début de ce livre. Au cours, je cite, « Au cours de ces 15 dernières années, la figure de l'artiste-chercheur est apparue comme une catégorie hautement valorisée par le marché et les institutions artistiques occidentales. » Elle précise un peu plus loin que cet engouement pour la figure du chercheur et la recherche en art est un phénomène qui s'est développé dans les années 2000 et tout particulièrement à travers la 13e édition de la Documenta en 2012. Or, c'est bien en tant qu'artiste-chercheuse que se définit Kapwani Kiwanga. C'est même en surjouant cette posture, de manière un peu caricaturale, qu'elle endosse ce rôle dans son cycle de performance Afro-Galactica, qui est un projet qu'elle a lancé en 2011 et qui se décline en 3 volets. Dans ces conférences performance, dont on voit ici la conférence performance chronique de l'Étoile Noire, Kiwanga, qui a suivi une formation en anthropologie avant de passer par les Beaux-Arts de Paris et par le Frénois, se présente comme une anthropologue du futur, ou plus précisément, une anthropologue galactique de l'an 2278. Elle mobilise tous les outils du chercheur, ainsi que son ethos, tenue vestimentaire, usage d'une présentation PowerPoint, ton neutre et distancié. Donc, figure par excellence de ce qu'on appelle l'artiste-chercheur ou l'artiste-chercheuse, Kiwanga met en pratique dans son travail cet art de l'enquête dont nous parlons depuis tout à l'heure. C'est notamment à partir d'un travail approfondi sur les archives qu'elle conçoit la plupart de ses œuvres, travail sur les archives qui lui permet de soulever des questions liées essentiellement aux asymétries de pouvoir, à l'histoire coloniale et post-coloniale, mais aussi à notre relation contemporaine à la nature, à travers une réflexion sur la puissance des plantes et du végétal. Et c'est autour de cette question que je voudrais me pencher, sur la question des plantes et du végétal, dans la mesure où il me semble que l'ensemble du travail de Kapwani Kiwanga ne cesse d'interroger les relations entre l'histoire, le politique et le végétal. Donc ma communication va s'articuler en 3 moments et autour de 3 œuvres, de 3 propositions de Kapwani Kiwanga. Donc dans un premier temps, je voudrais m'intéresser à son statut d'artiste-chercheuse et à cette recherche indisciplinée qu'elle mène avec son œuvre Magie, puis son rapport à l'archive qu'elle conçoit comme fondamentalement impermanente avec Flowers for Africa, avant de m'intéresser sur le rapport au végétal qui occupe une place de plus en plus centrale dans son travail et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle parfois le tournant végétal de l'art contemporain, avec donc notamment sa récente exposition au Crédac à Ivry, Sima Sima. Dans Le chercheur et ses doubles, donc je reviens sur ce livre, les autrices insistent sur l'indisciplinarité propre aux activités des artistes-chercheurs. C'est un point que Daniel avait aussi soulevé dans son introduction ce matin.
La spécificité de la recherche en art consisterait même, selon les autrices du chercheur essai double, qui s'appuie notamment sur le travail de Sarat Maharaj, à, je cite, « mettre au défi les autres disciplines universitaires et la manière dont elles constituent un savoir ». Maharaj insiste sur le fait que la recherche en art ne s'appuie pas la plupart du temps sur une méthodologie identifiée, mais au contraire invente au fur et à mesure sa propre méthodologie, ses propres protocoles de recherche. Maharaj propose à partir de là de penser l'espace de travail de l'artiste comme, je cite, une zone indéterminée dans laquelle se bricole un assemblage de concepts, sentiments et perceptions. Le concept de bricolage est intéressant car, outre la référence à Lévi-Strauss, donc importante dans le cas de Kiwanga, il décrit bien la pratique fondamentalement hybride qui est celle des artistes-chercheurs. Ce qui importe, résument les autrices du chercheur essai double, c'est finalement la manière distinctive avec laquelle la recherche en art se confronte à un corpus, des canons et des méthodologies, tout en les outrepassant et les déstabilisant pour produire un type de savoir qui lui est propre. Dans le cas de Kiwanga, donc, qui a suivi un cursus universitaire en anthropologie et religion comparée à l'université McGill de Montréal, ce sont essentiellement, nous allons le voir, les codes et les protocoles de l'anthropologie qui se trouvent questionnés. C'est le cas, par exemple, de son œuvre Magie Magie, présentée au Jeu de Paume en 2014, puis au Centre d'art du Buisson en 2016. Donc, proposition dans laquelle l'artiste questionne les différents types de savoirs que l'on construit, savoir académique d'une part, savoir populaire de l'autre, leurs codes et leurs spécificités. Pour cette œuvre, Kiwanga est parti de plusieurs récits et légendes liés à l'histoire de la Tanzanie, dont son père est originaire. Et on retrouve ce facteur biographique dont parlait Bénédicte ce matin. Elle s'est ainsi intéressée donc, à l'histoire de la Tanzanie par le biais donc, de sa propre histoire, de son histoire familiale et des légendes familiales. Et elle s'est ainsi intéressée donc, à l'histoire du soulèvement contre les colonisateurs allemands au début du XXe siècle, soulèvement connu sous le nom de Magie Magie, et dont l'une des principales figures était un guérisseur nommé Kinjeketile. Comme le rappelle Kiwanga, plusieurs groupes de population se soulevèrent, je cite, donc à l'appel de Kinjeketile, qui leur distribuait, donc c'était un guérisseur, qui distribuait une potion protectrice supposée transformer les balles allemandes en eau. Et eau se dit magie en swahili. La guerre fut perdue et elle fut dévastatrice pour le pays. Mais outre les pertes humaines que cette guerre a causées, cette guerre a aussi eu un impact sur l'écologie et le paysage de la Tanzanie, du fait de la politique de la terre brûlée menée par les Allemands pour affamer les populations. Pour ce projet, Kiwanga a donc mené à la fois une enquête de terrain dans le sud de la Tanzanie, mais elle a aussi exploré les collections du musée ethnographique de Dahlem à Berlin, ainsi que celle du Quai Branly à Paris. Pourtant, à partir de ces recherches, la lecture que propose Kiwanga de cet événement est une lecture profondément personnelle, dans laquelle les objets absents sont tout aussi importants que les traces matérielles et dans laquelle les contes folkloriques sont mis sur le même plan que l'histoire officielle. Ce travail se présente, en effet, sous la forme d'une archive subjective constituée de documents de nature très diverse, que l'on peut voir ici, donc disposés sur de hautes étagères métalliques qui évoquent les rangements des réserves de musées ethnographiques. Sur les murs, par ailleurs, se trouvent projetées donc, des vidéos. C'est donc une pluralité de dialogues qui s'instaure entre les objets d'une part et les images projetées d'autre part, entre les amulettes tanzaniennes du musée du Quai Branly qui sont disposées sur les étagères, et d'autre part, la vidéo ici, Fragments for a Repository de 2014, qui représente les mains gantées d'un conservateur du musée ethnographique de Berlin, ou encore cette autre vidéo qui représente cette fois-ci les mains de Kiwanga, également gantées de bleu, qui cette fois-ci donc manipule le vide, tenant des objets imaginaires ou des objets absents.
Par ailleurs, aussi sur les étagères, on peut remarquer tout en bas un plant de ricin, une plante qui entrait dans la composition de cette potion magique, donc, qui devait, censé transformer les balles en eau. Donc ce choix de mélanger les régimes d'archives, les éléments réels et fictionnels, ce choix qui est caractéristique de la démarche de Kiwanga depuis son cycle de performance Afro-Galactica, suggère que l'histoire ne peut jamais, bien sûr, se donner sous une seule forme, mais qu'il est toujours possible d'en proposer de multiples réécritures ou relectures. Cette façon ouverte, non autoritaire de concevoir l'histoire se trouve encore redoublée et amplifiée par les nombreux espaces vides de l'exposition. En effet, pour la présentation de l'œuvre au Jeu de Paume, comme à la ferme du Buisson, Kiwanga avait en effet tenu à laisser des espaces vides, sous la forme de rayonnages vacants, de parois ajourées, d'écrans blancs, ou encore ces gestes dans la vidéo, dans laquelle ses mains font mine de tenir un objet pourtant inexistant. Le vide, explique l'artiste, je la cite, c'est aussi une forme d'humilité, une manière de dire que je ne sais pas tout, je ne peux pas proposer une histoire complète de la Tanzanie. Le vide, enfin, c'est une manière de dire qu'il y a de l'invisible qui habite l'espace. Plutôt qu'une histoire exhaustive, Kiwanga préfère donc raconter toutes sortes d'histoires, mobilisant pour cela autant de savoirs différents que de médiums. Alors, je voudrais m'attarder sur deux pièces qui ont été exposées notamment au Centre du Buisson et qui sont intéressantes à cet égard en ce qu'elles convoquent des savoirs apparemment périphériques et pourtant liés à l'histoire. La première, assez monumentale, constituée de fibres de sisal et intitulée White Gold Morogoro, renvoie à l'importation en Tanzanie de l'agave, cette plante dont provient la fibre de sisal, importation faite par les Allemands à la fin du XIXe siècle et qui a donné lieu à l'installation de grandes plantations de sisal en Tanzanie. L'autre œuvre, c'est l'œuvre intitulée Nursery, qui rappelle quant à elle des jardins médicinaux ou des jardins de sorcières et renvoie à la question du soin. Chacune des espèces plantées dans cette installation a en effet une histoire reliée à différents types de résistances, qu'il s'agisse de la guerre magie-magie et de la fameuse potion réalisée par Kinjeketile, ou d'actes de résistance plus individuels comme l'usage de plantes abortives par les femmes tanzaniennes. En plaçant le végétal au cœur d'une enquête sur l'histoire d'une lutte anticoloniale, Kiwanga transforme notre appréhension de l'histoire en réactivant les archives individuelles ou collectives. Cette opération de déplacement, qui consiste à faire d'une plante un témoin ou une archive, se trouve également, donc, nous allons voir, au centre de son projet Flowers for Africa. Pour ce projet, donc, initié en 2013, alors qu'elle était en résidence à Dakar, l'artiste a effectué, là encore, de longues recherches dans les archives nationales. Il y a d'ailleurs chez Kiwanga, dans cet attrait qu'elle éprouve pour l'archive, dans ce plaisir qu'elle prend à s'y plonger et à la manipuler dans la manière dont elle décrit très souvent les gestes et l'expérience physique de l'archive, quelque chose qui rappelle le très beau livre d'Arlette Farge, Le goût de l'archive. Endossant donc une nouvelle fois pour ce projet la posture de chercheuse, son travail d'enquête l'a amenée à s'intéresser aux archives liées à l'indépendance des pays africains. En portant une attention particulière dans les archives à ces images officielles prises lors des cérémonies d'indépendance et plus précisément aux compositions florales apparaissant sur les photographies. Qu'il s'agisse des bouquets ou des guirlandes de fleurs disposées sur les tables de négociation, sur les estrades ou dans les rues lors des parades, Kiwanga s'est donc attaché à extraire ces motifs pour les matérialiser dans des objets tridimensionnels qui vont donc d'une simple fleur, ici, à des compositions plus monumentales. L'œuvre consiste, donc c'est une œuvre protocolaire, elle consiste à reproduire à l'identique les arrangements floraux visibles sur les photographies, selon un protocole précis, avec l'aide d'un fleuriste, en s'adaptant à chaque fois à l'espace d'exposition.
et surtout en laissant les fleurs faner le temps de l'exposition. Pour cette série, donc, Kiwanga est partie d'un détail, d'un élément marginal dans l'archive qu'elle a isolé et placé donc, au centre de son projet. Elle propose par là, outre une relecture de la tradition des vanités picturales, un autre point de vue sur ces moments officiels de l'histoire des pays africains. Tout en reprenant ce que ces compositions peuvent avoir de figé, elle nous montre aussi ce qui fane et se défait en elle, comme en toute archive. Car en reconstituant une archive avec des fleurs, Kiwanga signale que l'archive n'a rien de substantiel, qu'elle peut être manipulée et qu'elle est surtout intrinsèquement périssable. Au marbre, Kiwanga donc substitue les fleurs à la monumentalisation, l'archive et sa réactivation. Ce qui surprend dans cette œuvre protocolaire, en apparence simple, voire formelle, c'est la remise en cause qu'elle implique d'une conception figée et immuable de l'archive. Dans son texte, L'histoire qui fane, Emmanuel Kocha, donc, qui présentait en fait, le travail de Kapwani Kiwanga pour le prix Marcel Duchamp, donc, Emmanuel Kocha insiste sur cette idée fondamentale chez Kiwanga. Toute archive, je le cite, toute archive historique est elle-même une création qui refoule sa véritable nature. Une installation qui ne se reconnaît pas en tant que telle, une nature morte qui vit de l'illusion de son éternité et de son auto-évidence. Contre cette illusion, Kapwani Kiwanga lève le voile. Toute archive est un amas de débris, jamais exhaustif, et qui a donc besoin de trouver un espace où s'articuler pour trouver un sens. Toute archive est un amas de débris, jamais exhaustif, qui a donc besoin de trouver un espace ou s'articuler pour trouver un sens. Tout le travail de Kiwanga consiste ainsi, donc comme le suggère Kocha, à penser l'archive comme un élément périssable, impermanent, qui peut être questionné, mais aussi repris, rejoué, réactivé sous de multiples formes. En ce sens, si les archives, on le sait, sont toujours les archives des vainqueurs, et si elles reflètent les intentions et les valeurs de ceux qui sélectionnent ce qui vaut la peine d'être retenu, ce qui appartient à l'histoire, elles permettent aussi à qui veut bien les questionner de déployer les fils d'une contre-histoire. Avec Flowers for Africa, il s'agit bien de déplacer l'angle d'approche, de voir l'événement historique d'un autre point de vue, celui du détail ou du motif dans le tapis. Par ce geste, comme le remarque Kocha, l'histoire qui est souvent réduite à une série d'événements s'élargit pour inclure des êtres d'autres espèces, végétales en l'occurrence. Et on revient sur cette idée d'interdépendance ou de connaturalité dont nous parlions aussi ce matin. Dans un entretien dans la revue AOC, l'artiste Kiwanga résume d'ailleurs ainsi son geste. Elle dit « Dans Flowers for Africa, les plantes apparaissent comme décoratives, elles semblent être là pour embellir les choses. D'ordinaire, dans un événement politique, on n'en tient pas compte. Mais elles offrent une manière de repenser autrement ces événements. » Il s'agit donc, en déplaçant un petit peu notre attention, il s'agit de percevoir qu'on peut aborder cet événement depuis plusieurs angles et ainsi démultiplier les points de vue. Son utilisation de matériaux fragiles ou considérés comme mineurs par l'histoire de l'art, les végétaux, les perles, le textile, doit aussi, dans cette perspective, être interrogée au regard des différents décentrements opérés par l'artiste. Et si les matériaux donc utilisés par Kiwanga sont souvent fragiles, ils sont aussi, dans le cas des fleurs de Flowers for Africa ou des plantes de nurserie, vivants. Éléments vivants, imprévisibles, qui se modifient au cours de l'exposition et qui modifient par là même simultanément les concepts d'histoire et d'archives, mais aussi d'exposition. Cette façon singulière de réactiver l'archive, de penser une articulation entre l'histoire et le végétal, est aussi une façon de proposer d'autres cosmologies, d'autres récits, d'autres rapports au vivant, un peu à la manière de Donna Haraway dans son ouvrage Staying with Trouble, sous-titré Making Kin in the Cthulhu Scene, donc qui engage à concevoir des pluralités de liens possibles. Kiwanga, donc avec Flowers for Africa, ou encore avec son exposition Sima Sima au Crédac, propose une histoire qui s'élargit pour prendre en compte les graines, les plantes, les fleurs, et montre ainsi de quelle manière le végétal,
loin d'être un élément périphérique ou décoratif, participe pleinement de notre histoire, voire la constitue en grande partie. Ce rapport au végétal se manifestait d'ailleurs déjà dans une de ses premières vidéos réalisées en 2012 en Tanzanie, intitulée Vumbi. Le mot signifie poussière en swahili. Dans cette vidéo, on voit l'artiste nettoyer une à une les feuilles d'un épais buisson recouvert de poussière rouge. Le geste déployé par l'artiste dans cette vidéo, qui consiste à enlever la poussière, peut rappeler par son aspect un peu dérisoire et vain certaines propositions de Francis Alice, mais il révèle aussi un certain rapport à la nature et au végétal. Cette vidéo paraît en fait essentielle si l'on veut saisir les enjeux de sa récente exposition au Crédac, Sima Sima, qui portait sur l'histoire du marronnage. Le terme marron ou cimarron en espagnol, d'où le titre de l'exposition, Sima Sima, désigne en effet les esclaves qui prenaient la fuite, parfois pour une journée seulement ou pour un temps plus long. Comme le remarque Kiwanga, ce geste d'émancipation qui consistait à fuir les exploitations ne pouvait aboutir qu'en se dissimulant dans la nature, en y trouvant un refuge et de quoi se nourrir. Penser marronnage, dit-elle, offre ainsi un point de vue différent, donc toujours cette idée de changer de point de vue, offre ainsi un point de vue différent sur le lien entre l'homme et l'environnement naturel, car il s'agissait d'y disparaître, d'y vivre camouflé. Dans Sima Sima, les gestes du marronnage sont ainsi envisagés comme des manières de vivre avec la nature et comme des exemples de ces stratégies de sortie auxquelles s'intéresse l'artiste. À partir de cette histoire spécifique du marronnage, Kiwanga a donc conçu plusieurs installations qui s'articulent, là encore, autour du végétal. On trouve ainsi dans l'exposition une petite rizière, la variété de riz Oriza qui y est cultivé, est un riz africain qui, selon la tradition orale, aurait voyagé caché dans les cheveux de femmes contraintes à l'esclavage. Kiwanga s'est appuyé sur les travaux d'une ethnobotaniste pour retracer l'histoire de ce riz, donc parti d'Afrique de l'Ouest vers le Suriname, et elle montre comment, grâce au savoir-faire des esclaves, cette variété s'est implantée sur le continent américain et comment elle a pu participer à la culture du marronnage en nourrissant des communautés clandestines. De la même manière que les fleurs de Flowers for Africa témoignaient de l'histoire des indépendances africaines, ces grains de riz, dont Kiwanga présente des répliques en cristal et qu'elle insère motif dans le tapis, là encore dans une large tapisserie qu'on aperçoit en arrière-plan et qui a pour titre Repository, témoignent de l'histoire de l'esclavage. Les matériaux choisis l'artiste sont donc vivants, mais aussi porteurs d'une histoire, comme le sisal ou les plants de ricin dans le projet Magie Magie. À travers ces plantes, Kiwanga fait ainsi entrevoir les innombrables rapports de force et de pouvoir qui traversent l'histoire, mais aussi, à chaque fois, les stratégies, la multiplicité des stratégies de sortie imaginées pour y résister. Je conclue rapidement. Grains de riz, plants de ricin, fibres de sisal, branchages d'eucalyptus, ce sont souvent ces éléments en apparence décoratifs et périphériques que l'artiste retient au terme d'un long processus de recherche au cours duquel elle se transforme en archiviste. Ces différents recadrages dans l'archive, comme dans l'histoire, participent, on l'a vu, à multiplier, démultiplier les points de vue, permettant de déconstruire des logiques de pouvoir et de faire affleurer ce qui, dans les récits ou les documents historiques, reste invisible ou impensé. La pratique de Kiwanga s'inscrit aussi, par le choix de ces matériaux, dans un mouvement plus général, qu'on peut qualifier de tournant végétal dans les sciences humaines et dans l'art contemporain, et qui consiste à penser d'une manière renouvelée la coexistence des humains avec les autres formes vivantes. Je terminerai par cette citation de l'artiste. « Je trouve ça incroyable, dit-elle, que nous n'intégrions pas plus dans nos œuvres ce qui compose véritablement notre monde. Il s'agit juste de penser de manière plus globale en reconnaissant que d'autres formes du vivant coexistent avec nous et qu'elles sont également profondément imbriquées à l'histoire et aux événements politiques. » Penser donc de nouveaux modes de relation, déployer de nouveaux récits, de nouveaux gestes, telle est donc la trajectoire de plus en plus affirmée du travail de Kapwani Kiwanga. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. J'imagine qu'il y a plein de questions, non ?
Moi, je veux bien. Je peux du coup. C'était super riche, vraiment. Et la question du vide, je trouve que c'est vraiment une problématique intéressante. Exposer le vide. C'est pas facile d'exposer le vide. Et je trouve que c'est. Enfin, c'était juste un propos, c'était pas une question. Je trouve qu'exposer le vide quand pour des. Enfin, je m'intéresse aux mémoires douloureuses. Exposer le vide quand il y a eu des mémoires douloureuses, je trouve que c'est souvent. Mais encore faut-il savoir ce qui s'est passé. Donc la question est voilà, parce que savant dosage entre ce qu'on va dire, montrer, et puis ce qu'on laisse implicite. C'est compliqué d'exposer le vide. Mais alors j'ai pas dit aussi, mais c'est vrai que cette exposition Magie, tout au long de l'exposition, il y avait une bande sonore en fait, avec la voix de l'artiste qui racontait des récits, des contes, et donc qui guidait aussi un petit peu dans ces absences d'images. Enfin, faut que ce soit un peu encadré, pas trop, parce que non plus. Enfin, je trouve que le dosage est très subtil, mais c'était tout. Histoire de lancer une question. Je pose, et je te donne le micro tout de suite. Oui, par rapport à donc cette question du tournant végétal, on parle pas mal d'œuvres qui s'intéressent aux animaux, au point de vue, aux subjectivités animales. Et alors, quels autres artistes vous convoqueriez des artistes du tournant végétal? Et parce qu'il m'en vient pas à l'esprit comme ça, donc c'est une vraie question que je me pose. Et par ailleurs, finalement, quels seraient les enjeux de ce tournant? Enfin, si on prend les choses par ce biais, de partir de ce biais-là, par rapport à justement des analyses qui se pencheraient sur les subjectivités animales. Enfin, là, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. En revanche, quelle serait la particularité? Enfin, en quoi ces œuvres nous donneraient à réfléchir quelque chose de différent, justement? Alors, c'est encore une fois cette question de se déplacer, d'aller du côté de ce qui reste invisible ou invisibilisé. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment ce qui se modifie aussi, ce qui pousse, ce qui se développe, etc. J'ai l'impression que ce sont des questions, en fait. Alors, les noms qui me viennent à l'esprit sont des artistes femmes et des jeunes artistes femmes. Donc, je pense que c'est évidemment lié. Je ne l'ai pas tellement développé, mais la vidéo Vumbi, c'était aussi cette question du soin, finalement, qu'on apporte, ce geste, ce souci qu'on porte à la nature. Et donc, il y a toutes ces questions d'écoféminisme ou de care qui sont, en fait, à l'œuvre dans le travail de ces artistes femmes qui travaillent sur le végétal. Alors, j'ai des noms qui me viennent à l'esprit, mais c'est vraiment des artistes, beaucoup d'étudiantes au Frénois, par exemple. Alors, il se trouve que Emmanuel Ecocha, qui est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur les plantes, qui a écrit La métamorphose des plantes, par exemple, était professeur invité au Frénois. Et alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il se trouve que c'est vrai que là, à l'édition Panorama du Frénois, beaucoup des œuvres, en fait, étaient un exemple de ce tournant végétal dans l'art. Mais voilà, tu pensais à quelqu'un d'autre, c'est ça? Mayaline, qui depuis les années 70 fait de la botanique indigène. Mayaline, oui. Il y en a beaucoup, Bénédicte peut nous aider. Ouais, je pense que Bénédicte. Melchine, par exemple. Voilà, il y a depuis les années 60. Non, je voulais juste intervenir sur la Flower for Africa, parce que c'est une exposition aussi qui avait une dimension olfactive très intéressante, j'ai trouvé, dans l'espace d'exposition, puisque les fleurs, à mesure les compositions florales, à mesure que le temps passait, je l'avais vu 2 fois, entraînaient effectivement des changements olfactifs très importants, alors que la photo, elle reste morte de ce point de vue-là. Et est-ce qu'elle en parle, l'artiste, de cet aspect nouveau finalement dans l'espace d'exposition, qui donne une voix à quelque chose qui était de l'ordre qui était toujours évacué, c'était ce sens-là, la question de l'olfactivité. Non, tu as raison, c'est quelque chose qui est pas du tout thématisé, et pourtant qui est effectivement très fort, parce qu'il y a des fleurs qui fanent, il y a des orchidées, des lys, et ça dégage une odeur presque insupportable. Donc il y avait effectivement, et puis des fleurs qui fanent, c'est pas très esthétique. Donc c'était ce jeu, en fait, entre, là effectivement les images que j'ai montrées, ce sont les bouquets au début de l'exposition, mais il faut imaginer les bouquets vraiment pourrissants sur le lieu de l'exposition. C'est fort.
Laurence. Ouais. Voilà. Oui, c'était juste pour dire que, par rapport à la question que tu posais, Daniel, il me semble, hein, mais je crois que Pascal, que Taryn Simon a fait un travail sur les bouquets officiels aussi, qui était dans le même esprit. Et Mathieu Aboninck a fait aussi un travail sur la circulation, l'exportation dans le cadre des colonisations des graines, des plantes et de ce que ça produit comme effet économique et comme effet sociopolitique. Il y a beaucoup de choses là-dessus sur comment ça circule dans le monde et comment, enfin, pas plus que ça, mais j'étais frappée parce qu'en fait, quand on a découvert ce travail de Kapweny Kiwuanka, c'était, moi je crois que je l'ai vu la première fois à la FIAC, c'était marrant de voir ces bouquets qui au bout des 3 jours étaient complètement, en plus c'était à l'intérieur, c'était fané, et c'était à vendre. Donc je ne sais pas du coup si le protocole, tu achètes, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu achètes... Non, tu achètes le protocole. Et donc le protocole, en fait, montre l'image d'archive qui n'est pas montrée dans l'exposition et qui est un modèle à suivre pour réaliser le bouquet qui se fait avec un fleuriste. Voilà. Donc, et puis il y a eu tout un travail de certaines fleurs qu'on ne peut pas... obtenir, enfin voilà. Et c'est vrai qu'en Amérique du Sud, je suis sûre qu'il y en a des centaines d'artistes qui travaillent sur ces questions, en Colombie, partout. Je pense à des artistes comme Ana Vaz, par exemple, une vidéaste brésilienne qui a beaucoup travaillé sur la forêt amazonienne et donc aussi sur les sons. C'est un travail beaucoup sur l'immersion sonore. Donc, oui, Olga Kiseleva travaille effectivement aussi sur les arbres et beaucoup de plantes. Oui. Et elle se penche sur la personnalité des arbres, puisqu'effectivement, avec Francis Allais, on est beaucoup dans l'idée du spécimen individuel de l'arbre. Pour revenir sur des exemples, je pense à des jeunes artistes aussi au Québec, notamment comme Eve Tiny, qui suit la route coloniale des roses-thé britanniques et de la culture commerciale des roses hors saison. Et puis une artiste iranienne qui s'appelle Anaïta Norouzi, qui elle travaille sur une plante considérée comme invasive par les pays occidentaux, mais qui est une plante bienfaitrice et protectrice en Iran et qui sert à la gastronomie. Donc c'est aussi en ce moment, dans ce tournant végétal, une interrogation sur les hospitalités botaniques des pays et les rejets et les intolérances botaniques qui sont exacerbées par certains pays qui avec leur protectionnisme, évidemment, accuse certains des végétaux. Donc la question de la bonne et de la mauvaise nature de Raphaël Larère est extrêmement présente aujourd'hui dans les pratiques. C'est tout.